Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Être journaliste sur plusieurs chaînes ne vous a jamais empêché de défendre les libertés. Le romancier que vous devenez le démontre une fois de plus en racontant un saut que nous allons évoquer après avoir fait un bond dans votre passé. Bonjour Patrice Romden. Bonjour Jacques et merci de votre invitation. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir parce que vous avez fait tellement de choses dans votre carrière. Le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer un parcours, donc il y a une matière très riche. Et on le fait à l'occasion de la sortie de ce livre passionnant, Le saut vers la liberté, chez Plomb, que nous allons évoquer tous les deux tranquillement tout à l'heure, après avoir évoqué votre parcours. Et la première date que j'ai trouvée, j'en ai trouvé 4 pour vous, c'est le 12 avril 1992, un jour, hélas, dramatique pour la télévision. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous évoquez sur TF1 les disparitions de la 5 ce jour-là, au journal de 13h. Oui, on reconnaît là Ainsi parlait Zarathustra. Oui. C'était le générique du journal télévisé de la 5 à l'époque, présenté alternativement par Jean-Claude Bourré, Guillaume Durand, Gilles Schneider, Béatrice Schoenberg. Et effectivement, le 12 avril 1992, eh bien, c'est le dernier jour de la 5. Et je me rappelle effectivement cette soirée qui était extrêmement émouvante parce que la rédaction de la 5 était une rédaction extrêmement solidaire. Qu'il était devenu encore plus parce qu'elle avait connu le deuil de la disparition de Jean-Louis Calderon, qui était un immense grand reporter, mort à Bucarest pendant la Révolution roumaine. Et c'était une rédaction où on rigolait toute la journée. Oui. On se marrait, et je ne suis pas sûr qu'actuellement, dans toutes les rédactions, quelles qu'elles soient, en France, on se marre autant qu'on a pu se marrer à l'époque à la 5. Je crains, hélas, que vous ayez raison. Alors, il se trouve que pendant 3 ans, vous avez fait des reportages très variés. Le premier, je crois que c'était sur le surf. Alors c'est fort possible, mais je vous avoue avoir oublié quel était mon premier reportage. Mais en fait, moi j'étais à l'époque un jeune journaliste, j'avais été fraîchement diplômé, j'étais passé rapidement par France Inter et France Info à la création de la radio. Et Fréquence Nord aussi. Info, Fréquence Nord aussi, tout en étant étudiant à Lille, sous la direction à l'époque de 2 garçons qui s'appelaient, pour l'un, je parle au passé, Jean-Pierre Mortagne, le patron des sports, et pour l'autre, Jean Collin, qui était le patron de la rédaction. Et moi, ensuite, après avoir passé 1 an et demi au Canada comme journaliste coopérant, j'avais effectivement atterri à la 5 où j'étais logé à l'enseigne de tous les jeunes journalistes qui composaient cette rédaction. C'est-à-dire qu'effectivement, un jour, je pouvais faire un reportage sur le surf. Le lendemain, on m'envoyait à l'Assemblée, salle des 4 colonnes. Le 3e jour, j'allais faire un faux de poubelle. Et le 4e jour, on m'envoyait je ne sais où. Mais c'est vrai qu'il y avait 1 ou 2 reportages à faire par jour, et comme la rédaction était assez resserrée, eh bien les jeunes journalistes que nous étions avaient la possibilité de s'exprimer 1 voire 2 fois par jour. Oui, avec des sujets qui sont parfois toujours d'actualité. Bon, le droit des péages sur les plages, on n'en parle plus, ça vous l'avez fait aussi. Mais en revanche, les problèmes dans les cités à Mantes-la-Jolie ou l'évolution de l'immigration, vous en parliez déjà, Patrice Romden? On en parlait déjà parce que les banlieues, c'était déjà un sujet. Je me rappelle avoir tourné à Mantes-la-Jolie, je me rappelle avoir tourné à La Courneuve, je me rappelle même avoir tourné dans un quartier qui s'appelle Forêt, qui est dans la banlieue de Bruxelles. Et j'en parle parce qu'il y a 2-3 ans, il a encore flambé, ce quartier. Donc, vous voyez, près de 30 ans après, on a l'impression que rien n'a été résolu dans les banlieues. Je dirais même que la situation, souvent, a empiré. Et puis, il y a des sujets qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui, que vous avez traités, comme une grève des employés de France Télécom qui refuse la privatisation du téléphone. Alors ça ne figure pas parmi mes souvenirs, mais je vous crois sur parole. J'ai vu le reportage. Si vous dites que je l'ai fait, je l'ai effectivement sans doute fait, mais encore une fois, c'est parce qu'on faisait des sujets extrêmement variés. Et c'était la force aussi de cette rédaction que de donner à de jeunes journalistes la possibilité le matin de faire de la politique, l'après-midi de faire ce qu'on appelait une cabine, un commentaire sur la politique étrangère, le 3e jour de faire du sport et le 4e jour de faire un fait divers. Et c'est un privilège rare que de pouvoir être multicarte pour un journaliste. Oui, en tout cas moi c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. Pouvoir faire de la télé, pouvoir faire de temps en temps de la radio, pouvoir faire pourquoi pas de la presse écrite de temps en temps. Et puis jusqu'à se lancer dans l'édition. Il y a quand même une personne que j'ai pas citée, c'est Patrice Duhamel, qui était le patron de cette rédaction de la 5, et il avait eu du flair. Il avait quand même monté une rédac avec des gens qui tous
ensuite ont fait plutôt de belles carrières. Exactement. Et alors, il y avait aussi, à travers ces films, quand on les voit, on voit l'évolution de la société depuis 1990. Alors, c'est vrai que la télévision, contrairement souvent aux gens, a de la mémoire. Elle a de la mémoire parce que l'image, elle se garde. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu les sujets qui se faisaient à l'époque et les sujets qui se font maintenant, on voit effectivement une évolution de la société. Un détail, mais c'est vrai que c'est parlant, les gens qui fument, par exemple. Vous en voyiez beaucoup à l'époque dans les reportages ou même sur les plateaux télé. Oui. Aujourd'hui, dès qu'il y a une cigarette qui traîne dans le champ, on dit non, est-ce que vous pouvez vous pousser ou éteindre votre cigarette, mais ça va pas être possible. Alors il se trouve aussi que les moyens de tournage ou de montage n'étaient pas ceux d'aujourd'hui, Patrice Romden. Oui, alors là, on s'est beaucoup allégé et ça a fait quand même du bien. Je me rappelle mes tout premiers sujets à l'école de journalisme. Il fallait que nous accompagne un gars qui, au bout d'une sangle, tenait une espèce de magnétoscope qui devait faire 70 cm sur 40. Enfin, c'était un truc, il fallait une personne déjà à plein temps pour porter l'appareil. Ensuite, je me rappelle les reportages à la 5, où on était des équipes plutôt légères. Il y a eu l'avènement de ce qu'on a appelé la Betacam, cette fameuse caméra qui coûtait à l'époque l'équivalent, on va dire de 30-35 000 euros aujourd'hui, pour parler en euros, hein, parce que j'avais le prix en francs dans la tête. Et c'était une caméra qui prenait en même temps le son. Donc c'était une révolution. C'était une révolution. Et aujourd'hui, on travaille avec des outils encore plus petits, voire parfois avec des smartphones. C'est fou. Des appareils photo qui font de l'image. Et le pire, c'est que la qualité ne s'est pas dégradée. Au contraire, c'est très pixelisé et on arrive à avoir des choses qui sont d'une qualité franchement étonnante. Mais ça a tué quelques boulots aussi. Le boulot de preneur de son, il y en a de moins en moins. Le boulot parfois même de journaliste reporter d'images risque d'être atteint à un moment ou à un autre parce qu'il arrive que des rédacteurs, dont c'est a priori pas le métier, fassent aussi leurs propres images. Et moi, je me souviens du temps où, pour faire un reportage sur Carlos Bois-Saint-Germain, j'ai vu débarquer 2 camions de l'ORTF, des câbles partout. C'était infernal. On a pratiquement bloqué le quartier. En toute discrétion, parce que là, vous parlez de Carlos le terroriste. Non, le chanteur. Ah, le chanteur, pardon. Parce que s'il était question d'arrêter le terrorisme... Non, je dis ça parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la première fois que Jacques Messrine a failli être arrêté... Oui. Il était dans un immeuble, il a regardé par la fenêtre et il a vu passer une voiture d'RTL. RTL, à l'époque, écoutait les fréquences de la police et c'est là qu'il a compris qu'il risquait d'être arrêté et il s'est sauvé. Et c'est comme ça qu'il a échappé à la police. Ouais. Et Jacques Messrine, qui était le copain d'enfance de Jean-Jacques Debout, ils faisaient les chœurs ensemble dans une école et c'est là où Jacques Messrine a commis son premier larcin. Il a volé l'argent de la quête à la fin de la messe. D'accord, mais ça, c'est une information que je n'avais pas. Pas plus que... il n'était pas déguisé en bécassine dans les spectacles de Chantal Goya. Pas vraiment, non. Alors, il se trouve, Patrice Romden, que vous êtes né à Meknès. Au Maroc. Au Maroc. Meknès, beaucoup de gens connaissent parce que les premières aventures de Michel Tanguy et la Verdure, les Chevaliers du Ciel, se sont déroulées à la base de Meknès. Ouais. Mais il y avait une base militaire, effectivement. Et c'est une station touristique. Oui, alors... Il faut reconnaître que Meknès souffre de la proximité de Fès, qui est à 60 km, et Fès propose la plus belle médina du monde arabe. Donc le vrai spot touristique, je dirais, c'est Fès. Mais quand on est à Rabat, la capitale du Maroc, et qu'on va à Fès, qui se trouve à 200 km, il faut s'arrêter à Meknès, qui est à 146 km de Rabat. Pourquoi ? Parce que Meknès est une ville splendide, notamment grâce à ses remparts. Elle a des remparts incomparables et ces remparts, ils ont notamment été créés sous le sultan Moulay Ismaïl, qui était le contemporain de Louis XIV. Et c'est lui qui avait fait de Meknès sa ville d'élection et il a laissé beaucoup de traces architecturales de son époque là-bas. C'est là où vous avez grandi, Patrice Romden. C'est là que j'ai grandi, que je suis né, que j'ai grandi pendant 14 ans. Et que j'aime retourner régulièrement pour y retrouver ou des amis, ou des ambiances, ou une atmosphère, même si la ville a évidemment énormément changé. Mais c'est vrai que j'ai grandi dans un monde, on va dire, multiculturel déjà, parce qu'il y avait des Marocains, il y avait des Français, et puis il y avait alors
Là-bas, on disait les Marocains, les Français et les Juifs, ce qui est idiot parce que les Juifs pouvaient être parfois marocains et parfois ils étaient de nationalité française. Mais il y avait 3 communautés, on les désignait comme ça et ces 3 communautés vivaient vraiment en harmonie. Voilà. Et vous êtes venu en France pour faire une école de journalisme. Alors, un petit peu avant, en fait, j'ai suivi mes parents qui, comment dirais-je, étaient enseignants. Et dans les années 70, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a eu ce qu'on appelle un grand mouvement de marocanisation au Maroc, symbolisé à l'époque par la Marche verte, symbolisé par aussi la nationalisation de tout un tas de business. Et mes parents qui étaient enseignants, alors qu'ils avaient fait l'essentiel de leur carrière au Maroc, ma mère était même née sur place, ont été invités à aller terminer leur carrière en France. Et moi, j'avais donc 14-15 ans et j'étais dans leur bagage. Et c'est quelques années après que j'ai fait l'école de journalisme. Vous aviez envie de faire ce métier? Alors oui, quand on me demande pourquoi tu es devenu journaliste, j'ai une explication qui va vous amuser, mais pourtant est vraie. Vous savez, quand j'étais petit, je rêvais d'être Michel Platini ou Dominique Rocheteau. Et j'ai très vite compris que ça serait compliqué, parce que j'avais pas le niveau, même si j'avais mon petit niveau technique en football. Et je me suis dit, il faudrait que tu deviennes journaliste de sport, comme ça tu pourras aller dans les vestiaires, interroger les joueurs, et tu resteras dans ce milieu. Donc initialement, ce qui me donne l'envie de faire ce métier, c'est le football et le sport. Et puis après, je fais donc des études de journalisme, mais en faisant ces études, je me suis aperçu qu'il y avait, même si j'adore toujours ça, qu'il y avait d'autres choses que le sport et le foot dans la vie, et je me suis intéressé à d'autres sujets. Oui, mais en même temps, vous avez fait l'enchaînement de la prochaine date, le 24 juillet 1998. À tout de suite sur Sud Radio avec Patrice Romden. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Patrice Romden. Alors on vous connaît forcément un jour ou l'autre parce que on vous a vu à la télévision, dans différentes émissions, vous avez absolument tout fait. Donc ça, on va en reparler. Il y a ce livre Le saut vers la liberté chez Plon, qui est un roman inspiré d'une histoire vraie, on va aussi en reparler. Et vous avez parlé de football tout à l'heure, et ça tombe bien parce qu'il y a une date importante dans votre vie, c'est le 24 juillet 1998. Alors cette chanson a une histoire, je ne sais pas si vous la connaissez. En fait, elle avait été malade, Gloria Gaynor, et donc elle a écrit I Will Survive pour se remettre de cette maladie. C'était une phase B au départ, personne n'y croyait, et c'est devenu une chanson officielle. Et c'est devenu une chanson officielle parce que je crois qu'un footballeur la reprenait souvent encore dans les entraînements. C'est exactement ça. Il y avait, je ne sais plus quel footballeur dans l'équipe de 98. Vincent Candela. Ben voilà, Vincent Candela, donc l'un des arrières de l'équipe de France à l'époque. Il jouait pas tous les matchs, il était souvent remplaçant, mais il faisait partie du groupe des 23, comme l'on dit à l'époque. Et Vincent Candela l'a passé dans les vestiaires, notamment à la mi-temps, pour essayer de donner un peu de courage à tous ses coéquipiers. Et lors de la victoire finale, alors la victoire est intervenue le 12 juillet. Le 12 juillet, mais 1998, mais vous me dites 24 juillet, peut-être pour la sortie d'un livre. Mais oui, parce que justement, c'est une performance. Le 12 juillet, la France gagne, et le 24 juillet, le livre racontant cette histoire est déjà dans les librairies, et c'est votre livre. Ouais. Et 1, 2, 3, 0. Alors là, c'est l'histoire d'une intuition qui s'est avérée bonne. C'est-à-dire que à l'époque, même si, je ne sais pas si on repense à ce qui s'est passé avant cette victoire de la France en Coupe du Monde, Aimé Jacquet avait été très critiqué, l'équipe de France ne faisait peur au fond qu'à ses supporters, pas tellement à ses adversaires. Ouais. Moi-même, j'avais des doutes, mais je savais, pour avoir vécu ça en 94 aux États-Unis, que dès que l'événement se déclencherait, il se passerait quelque chose dans ce pays. C'était instinctif. Oui, ça, j'avais vu, vous savez, 4 ans auparavant, j'étais aux États-Unis pour couvrir la Coupe du Monde de foot pour France Télévisions. Et c'est une des plus belles missions parce que j'avais carte blanche. On me disait, tu nous envoies un sujet tous les jours. Donc je sillonnais le pays. Et 2 jours avant la Coupe du Monde, je trouvais qu'on était dans un pays où rien n'annonçait qu'il y aurait une Coupe du Monde. Et puis tout à coup, l'événement est arrivé et le pays, je dirais pas a pris feu, mais le pays tout à coup est entré en ébullition. J'avais vu ça aussi en 90 au Cameroun. J'avais vu comment les passions sportives peuvent mettre le feu à un pays. Parce que le Cameroun, en 90, avait été quart de finaliste de la Coupe du Monde. Donc j'avais l'intuition qu'en France, ce serait une grande fête. Et que, malgré tout ce qu'on disait, l'équipe de France avait de solides arguments à faire valoir. J'étais donc allé voir des éditeurs en leur disant « Je vous propose un journal quotidien de la France à l'heure du mondial. Et le jour de la finale, je vous rends tout ce que j'ai écrit et on le publie dans la foulée. »
Alors, le livre devait s'appeler Carnet de balles, B-A-2-L-E-S, Oui. initialement. Mais quand il y a eu la victoire finale, l'éditeur m'a appelé, il me dit « Je ne vous demande même pas votre avis, le livre s'appellera et 1, et 2, et 3 0. Et pour la couverture, on met Jacquet, je ne vous demande pas votre avis non plus. » Voilà. Et il se trouve que vous avez tenu pendant 100 jours le journal de bord, alors que personne n'y croyait. Et oui, ben voilà, j'ai eu cette intuition et ça m'a plutôt réussi. Alors, ce qui m'intéressait aussi, c'était de parler de sport, mais c'était de parler de l'événement dans le contexte. De parler du pays dans le contexte de l'événement. C'est pour ça que dans ce livre, il y a aussi bien des histoires purement sportives qui concernent Jacquet, les joueurs, les autres équipes, mais aussi des choses politiques sur les prises de parole des uns et des autres. Déjà, on parlait du VAR à l'époque avec Philippe Seguin, qui était un passionné de foot et qui ne voulait pas en entendre parler. J'avais envoyé le livre d'ailleurs et il m'avait gentiment répondu « J'ai adoré votre livre, même si nous sommes toujours en désaccord sur le VAR ». Donc j'ai gardé le petit mot qu'il m'avait envoyé à l'époque. Je me rappelle, j'avais parlé aussi de l'actualité syndicale, parce que Blondel, à l'époque, patron de FO, menaçait d'une grève des transports pendant le mondial. Et moyennant quoi, il avait obtenu à peu près tout ce qu'il voulait, parce qu'il ne fallait surtout pas qu'il y ait une grève à ce moment-là, en 98, pendant le mondial. Alors, il se trouve que vous avez tenu ce journal en allant voir les joueurs, en allant voir les entraînements. Alors, je vais vous décevoir, mais j'ai presque tenu ce journal, pardon de le dire, mais en direct de mon bureau. Oui. Alors, évidemment, je lisais énormément tout ce qui se faisait, mais il y avait une telle profusion d'informations que c'était impossible de tout lire. Et j'avais aussi pas mal de correspondants, des copains qui étaient sur le terrain, certains auprès de l'équipe de France, certains qui me disaient ce qu'ils avaient vu ou entendu, et me le disaient d'autant plus volontiers que parfois ils ne pouvaient pas le mettre dans leur sujet. Donc finalement, je récupérais souvent du caviar, du miel, du nectar qu'eux ne pouvaient pas mettre parce que sinon ils se grillaient ou ils allaient se fâcher avec X et Y. Mais moi, je pouvais parler ensuite de ça en décalage dans le livre sans pour autant dire d'où ça venait. Oui, en même temps, vous avez vu quelques matchs? Comment? Vous avez vu Oui, j'avais vu des matchs. Je crois, de mémoire, j'en ai vu 4. Je me rappelle 2 plus particulièrement. Celui au Stade de France où Zidane se fait expulser donc contre l'Arabie Saoudite. Oui. Et évidemment, la finale. J'ai eu ma place pour la finale à peu près 2 heures avant. Je dois rendre hommage à quelqu'un que les téléspectateurs et les auditeurs des radios connaissent peut-être, qui s'appelle Michael Darmon. C'est un confrère journaliste. Et c'est Michael, avec qui je travaillais à l'époque à France Télé, qui m'appelle à 19h. Il me dit « Patrice, rendez-vous devant le stade. J'ai réussi à te trouver une place. » Il avait trouvé une place pour son pote Patrice. Et je peux vous dire que je lui en ai été éternellement reconnaissant. Et l'ambiance ce soir-là sur le stade? L'ambiance ce soir-là était... rien que d'y repenser, j'ai les larmes qui me montent aux yeux. Non, mais c'était... Vous savez, quand on est passionné de foot, surtout des gens de ma génération, et qu'on a été gamin, adolescent dans les années 70-80... ça a été dur. Ça a été dur parce qu'on était, en tant que supporter, en permanence humiliés. Jusqu'à la défaite de Saint-Étienne, une finale de Ligue des Champions où on perd contre le Bayern de Munich 1-0. C'est-à-dire que quand on aimait le foot et qu'on était gamin dans les années 70, on gagnait jamais. Et qu'on était français, bien sûr, on gagnait jamais. C'était dur. Et puis un jour... il s'est passé quelque chose. Michel Hidalgo est arrivé avec une génération de joueurs exceptionnels, notamment Michel Platini. Et puis il y a eu une qualification en 78 avec une élimination en phase de poule et surtout l'embellie à partir de 82, le fameux match de Séville, la victoire de l'Euro en 84. Et je dirais que cette génération, elle a fait du bien à tous les gamins que nous étions et surtout, si elle n'avait pas existé, je pense qu'elle n'aurait pas inculqué à la France cette culture de la gagne qui lui a permis, des années plus tard, avec la génération Deschamps, Zidane, etc., de gagner la Coupe du Monde. Et donc l'ambiance ce soir-là, c'était... Alors ce soir-là, c'est une ambiance extraordinaire. On a beaucoup disserté à l'époque sur la France black, blanc, beurre. Alors ça a duré ce que ça a duré, mais objectivement, nous étions tous debout sur la plus haute marche du podium de l'identité collective, quoi. C'était un bonheur sans nom. Et je me rappelle avoir quitté en scooter le Stade de France, avec d'ailleurs Michael Darmon derrière moi, là, sur le siège. On a mis 1h20 pour arriver à Paris, pour faire 15-20 km, en passant par le Grand Périph', vous savez, celui de la 86, parce que tout était bloqué. Et
J'ai un souvenir, parce que étant rentré à 2-3 heures du matin, je sais pas quelle heure, je m'étais mis à ma table de travail à France Télévisions. À l'époque, France 2 était avenue Montaigne. Je me rappelle, il faisait chaud, j'avais ouvert la fenêtre et j'avais écrit dans la foulée, parce que je voulais le faire à chaud, pour le fameux bouquin que je devais rendre 2 jours après. Et j'oublierai jamais, un gars était passé sous la fenêtre, dans l'avenue, avenue Montaigne, et il était là, et il chantait la Marseillaise tout seul. Je crois que je n'ai jamais revu ça. Alors, en plus, le sport, ça vous intéresse tellement que quand on voit vos reportages sur la 5, vous avez aussi fait du tennis, de la boxe, les Jeux Olympiques d'Albertville. C'était vraiment au-delà du football, Patrice Romeden. Oui, non, j'aimais toute l'actu. C'est vrai que j'ai une passion particulière pour le football, mais en fait, j'aime les grands événements. Et il n'y a jamais autant de passion que lors des grands événements de sport. Je me rappelle avoir été à Limoges aussi, quand Limoges a été couronné champion d'Europe de basket. Le basket, c'était pas forcément mon sport de prédilection, mais ce que j'aime, ce sont les ambiances populaires autour du sport. Et vous avez fait quelque temps plus tard un autre livre très émouvant sur Laurent Fignon, Patrice Romeden. Oui, alors ça, je l'ai fait... En fait, c'est un livre qui est signé de Valérie Fignon, la veuve de Laurent Fignon, qui est une amie et qui voulait depuis des années, à qui on avait demandé, des éditeurs lui avaient dit il faut écrire un livre sur le combat de Laurent Fignon contre le cancer, et elle se sentait pas de le faire, et comme on est amis, un jour elle m'a dit mais pourquoi tu le ferais pas avec moi? Et on a même impliqué dans l'aventure Michel Simès, qui est aussi un ami de Valérie Fignon, pour avoir un point de vue médical un petit peu sur le livre. Et c'est effectivement un livre assez émouvant et qui est, je dirais pas que ça a évité à Valérie Fignon quelques séances chez le psy, mais elle m'a toujours dit que ça lui avait fait beaucoup de bien finalement de pouvoir accoucher cette histoire et raconter ce combat qu'elle a mené à côté de lui, et ce combat qui malheureusement a été perdu. C'est tout à votre honneur, et puis vous avez évoqué quelqu'un qu'on va évoquer à travers une autre date, c'est Michel Simès, et à travers la date du 31 octobre 2018. A tout de suite sur Sud Radio avec Patrice Romeden. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Patrice Romeden. Nous parlerons tout à l'heure de ce roman, Le saut vers la liberté, chez Plon, qui est plus qu'un roman, qui est inspiré d'une histoire vraie, votre premier roman. Là, on revient sur votre carrière télévisuelle, on a expliqué vos débuts sur la 5, votre passion pour le sport et ce fameux livre sur la Coupe du Monde 98. Et là, j'ai trouvé une date intéressante et inattendue pour vous et qui montre votre côté multicarte, le 31 octobre 2018. Première chronique dans l'émission de Michel Simès. Ça ne sortira pas d'ici. Alors, effectivement, c'est une émission qui avait été imaginée donc par Michel, diffusée sur France 2, si mes souvenirs sont bons. Tout à fait. Et le mercredi. L'idée, en fait, c'était de faire une version télévisée de l'émission radio que nous faisions tous les dimanches sur RTL. Voilà, c'est de parler de santé de manière un petit peu décontractée. Et cette émission, donc, nous en avons fait 2 ou 3 numéros. Et on va dire que c'est, enfin, oui, on peut parler d'échec au sens où finalement les audiences. Non, c'est pas ça. C'est les chroniqueurs que nous étions. Nous étions 2, Cédric Baudou et moi-même. Un jour, on nous a dit non, écoutez les gars, on va faire l'émission sans vous. Voilà. Donc l'émission a continué à vivre. Elle a duré 1 ou 2 saisons, présentée par Michel Simès. Mais moi, je n'ai fait que 3 ou 4 numéros en compagnie des autres chroniqueurs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça fait partie des multiples projets que nous avons menés ensemble, Michel Simès et moi-même, souvent d'ailleurs à son initiative, parce qu'il est quand même leader dans cette affaire. Michel est très connu, très demandé, donc on lui demande souvent des émissions. Il a eu et parce qu'on s'entend bien et parce qu'on travaille bien ensemble, souvent la générosité de m'impliquer dans ces aventures, et c'est pour ça qu'on a fait notamment pendant des années sur une autre radio, on va dire, le dimanche matin, une émission sur la santé où on parlait santé, bien-être, et surtout on se marrait, quoi, parce que parler de santé et de tous les petits tracas qu'on peut avoir, ça peut être minant parfois. Donc si on le fait en rigolant, avec l'humour qu'on lui connaît, ça passe beaucoup mieux. Et comment est née cette rencontre avec Michel Simès, Patrice Romeden ? Un peu par hasard, nous avons un ami commun qui est un ancien joueur de rugby. Je vais le citer, il s'appelle Christophe Brun. C'est un gars qui a joué à l'Aviron Bayonnais et au Racing
club de France, au rugby. Sud Radio, la station du rugby, donc on connaît forcément. Au plus haut niveau. Et je connaissais Christophe. Et Christophe, un jour, me dit, tu travailles à la télé, donc tu dois connaître Michel Simet. Je dis, non, on ne s'est jamais croisés, curieusement. Il me dit, mais il faut absolument que tu le connaisses. Et il nous réunit, et c'est vrai que ça a matché tout de suite. Même humour, même centre d'intérêt, pas d'accord sur tout, mais beaucoup de tolérance et de capacité d'écoute d'un côté et de l'autre. Et très rapidement, Michel m'a dit, mais tu pourrais m'aider à écrire certaines chroniques, ou tu pourrais m'aider à écrire certains livres. Donc on a commencé à signer des livres ensemble. Il écrivait, parfois je réécrivais, parfois je touchais à rien, parce que Michel a cette capacité d'être assez polyvalent et de pouvoir écrire de manière très intéressante au sens où il écrit comme il parle. Donc il se fait très très bien comprendre. Et on a du coup monté des émissions ensemble. On a fait beaucoup de bouquins ensemble. Et si j'osais, je vous dirais qu'on travaille aussi en ce moment peut-être sur un spectacle. On fera peut-être un jour ensemble, en tout cas dans l'écriture. Mais pour l'instant, on n'en est qu'aux prémices de l'affaire. Il se trouve que les émissions médicales à la télévision, ça a commencé très tôt. Je ne sais pas si vous le savez, Patrice Romden, la première émission médicale... N'était-ce pas avec le papa de... C'était Igor Barrère. Igor Barrère, le papa d'Anne Barrère. Voilà. En fait, il faisait ses études de médecine. Ouais. Et comme exercice pour sa thèse, il a tourné une endoscopie à la télévision qu'il a réalisée en direct avec les caméras. Et comme il fallait un volontaire, il a trouvé un avaleur de sabre qui a accepté de jouer le jeu. C'est en 1962. Il n'y a que chez vous qu'on trouve ce genre d'anecdote. Alors, il se trouve aussi que dans votre parcours étonnant, c'est que moi, ce qui me fascine avec vous, Patrice Romden, c'est que vous avez travaillé le jour, la nuit, et fait de la télé à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Oui, j'ai travaillé... Oui, ça c'est vrai. J'ai beaucoup travaillé le matin, parce que matinal, vous êtes obligé d'être là à 4-5 heures du matin, et encore... Au début, peut-être même un peu plus tôt, parce qu'il faut prendre ses marques. Il m'est arrivé aussi de travailler le soir, de présenter le journal de 23h sur France 2, de manière ponctuelle. Mais aussi le journal de minuit sur la 5, parfois le 13h, parfois le 20h. Oui, non, c'est un métier, c'est pas à vous que je vais dire ça. Jacques, c'est un métier où il n'y a pas vraiment d'horaire, et quand il faut y aller, il faut y aller. Parfois, on vous appelle, surtout quand vous êtes un jeune reporter à peu près tout terrain et qu'il faut partir. On vous demande pas l'heure ou quel est votre emploi du temps de la journée. On vous dit, il faut que tu sois dans tel avion ou dans tel train ou dans telle voiture d'ici 1 heure, et vous le faites parce que c'est un métier passion, et ça, j'invente rien quand je dis ça. Non, mais en même temps, c'est rare de pouvoir faire autant de choses aussi différentes, en plus avec les horaires qui correspondent. Alors, les horaires du matin sont intéressants parce que... vous arrivez à 4h du matin, mais en général, à 10h, vous avez fini une première journée. Donc ça vous laisse le temps de faire autre chose dans la journée. Et si j'ai écrit quelques livres, c'est aussi parce que j'ai parfois eu le temps dans la journée de le faire. Et c'est vrai que quand on bosse le matin, on n'a pas le temps, pas de temps à perdre dans la machine à café ou à tchatcher ou à dire du mal de X ou de Y. Non, il faut être productif le matin. Donc vous arrivez, et si vous passez que 6 heures à la rédaction, de 4h à 10h, ce sont 6 heures pleines où vous avez à peine le temps d'avaler parfois un café. Il se trouve aussi que vous avez fait un exercice assez particulier, la revue de presse dans Télématin. Oui, la revue de presse, la revue de presse, c'est quelque chose qui... J'étais rédacteur en chef à France Télévisions, je gérais parfois des journaux, parfois un service, notamment le service Société, Sciences, Environnement. Et à un moment, j'en ai eu un peu marre de gérer des gens, et j'ai eu envie de retrouver l'antenne. Et je me suis proposé pour faire la revue de presse. À l'époque, Arlette Chabot m'a dit banco. Et moi, je m'étais dit, je vais faire ça pendant 1 an ou 2 pour me changer les idées. Et j'ai adoré l'exercice. D'abord parce que personne ne me disait ce que j'avais à faire. Oui. J'avais une autonomie totale. Ensuite, parce que j'ai pu éditorialiser un petit peu l'exercice. Donc, quand on a un peu de bouteille, on peut se permettre de le faire. Et puis ensuite, parce que j'ai découvert une équipe qui avait été montée à l'époque par William Lémergie, qui était extraordinaire de bienveillance, de camaraderie et de talent. Et c'est là que j'ai passé des matinées inoubliables avec des gens adorables que je vois toujours et que j'avais déjà plaisir à voir en dehors du boulot. Mais la revue de presse, oui, mais la revue de presse, Patrice Romden, c'est un exercice très particulier. Il faut lire tous les journaux, il faut trouver la bonne formule, il faut voir le titre, c'est très spécial. Alors, écrire vite avec la bonne formule, ça c'est quelque chose que j'aime bien faire.
et où je me débrouille pas trop mal, on va dire. On peut se tromper, hein. Parfois je peux avoir une forme malheureuse ou quoi, mais bon, c'est un exercice que j'aime bien. Après, lire tous les journaux, effectivement. Mais il y a une innovation technologique qui a facilité un petit peu les choses, c'est que ces dernières années, on va dire maintenant depuis une petite dizaine d'années, les journaux, vous les avez la veille. Oui. Et vous avez même des papiers qui sont publiés sur le net, qui seront dans l'édition du lendemain. Donc c'est assez pratique d'avoir ça sous la main, parce que vous pouvez déjà la veille sentir un petit peu ce qu'il va y avoir dans l'air du temps le lendemain et choisir les papiers sur lesquels vous allez travailler, voire préparer un petit peu vos formules. On s'interroge en France sur l'invention de la revue de presse. Selon les sources, ce serait Émile de Girardin, Georges Haussmann ou Charles Maurras qui auraient fait les premières. Ce sont de bonnes références, on va dire. C'est quand même pas mal. Alors, vous avez fait aussi beaucoup de reportages dans tous les sens pour France Télévisions. Il y a une soirée qui vous a marqué, c'est à l'hôtel de Lassay, quand François de Rugy a annoncé sa démission. Oui, alors, non, ce qui s'est passé, c'est que, effectivement, François de Rugy a dû démissionner parce qu'on l'accusait d'avoir fait des repas pas possibles à l'hôtel de Lassay. Il se passe que moi, j'ai été invité à l'un de ces dîners, mais ça n'avait absolument rien à voir avec ce que semblait décrire une certaine presse, en l'occurrence Mediapart, qui a fait la chasse au Rugy à l'époque. Mediapart décrivait ces repas comme des fiestas, en quelque sorte. C'était pas du tout ça. Pour moi, c'était des repas de travail où on croisait des gens de la société civile, où on pouvait discuter avec le ministre et éventuellement échanger, et où lui-même s'intéresser à ce que nous faisions et à ce qu'était l'ambiance dans le milieu dans lequel nous travaillions. Il y avait des gens qui travaillaient dans l'édition, dans l'architecture, d'autres dans le journalisme, d'autres encore dans je ne sais quel domaine. Et je trouve qu'il a payé un petit peu cher le fait d'avoir organisé ces dîners. D'ailleurs, comment dirais-je, encore une fois, c'était pas ce que décrivait une certaine presse, à savoir des dîners festifs. Et quand on l'a accusé, alors moi quand je suis allé, il n'y avait pas de homard, hein, mais quand on l'a accusé de mettre du homard, est-ce que vous pensez sincèrement qu'un ministre qui bosse, j'imagine, 15, 16, 18 heures par jour, s'occupe du menu? Non, quand vous êtes à l'hôtel de Lassay, il y a un maître d'hôtel, c'est lui qui décide ce qu'il va y avoir à dîner le soir, et je suis pas persuadé que ce soit le ministre qui décide si on va mettre du poulet, des pois chiches ou du homard dans l'assiette. Et puis un jour, vous avez fait un beau voyage. Écoutez. Ah oui. Vancouver, Véronique Sanson, qu'elle a écrite au château d'Hérouville, enfermée dans une pièce parce qu'elle ne travaillait pas assez, avec du papier et un crayon, et qui est devenu un succès. Et Vancouver, j'en parle parce que vous avez passé quelque temps à Vancouver, Paris Romney. Lorsqu'il s'est agi de faire le service militaire, hein, quelque chose qui existait il y a une trentaine d'années, j'avais pas tellement envie de terminer dans une caserne, donc je m'étais proposé pour faire un service national comme journaliste en coopérant. Et je me suis donc retrouvé journaliste coopérant à Vancouver, donc en terre anglophone, dans l'ouest du Canada, dans un journal francophone, c'est-à-dire je défendais en quelque sorte la francophonie en écrivant en français dans un journal francophone qui avait de mémoire 4000 abonnés à Vancouver, parce que la langue française à Vancouver, quand vous êtes à l'ouest au Canada, ça reste quand même résiduel. Ça s'appelait, je crois, Le Soleil de Colombie. Absolument. Le Soleil, pourquoi? Parce que tous les journaux dans le monde anglo-saxon, il y a toujours The Sun, donc le Soleil, et de Colombie, parce que Vancouver se trouve dans la Colombie-Britannique, qui est la province la plus excentrée du Canada. Et ça a duré pendant 3 décennies avec beaucoup de bénévoles, mais ça vous a appris aussi d'autres choses, que vous étiez en même temps correspondant pour la France. Oui, c'est-à-dire que lorsque je suis arrivé à Vancouver, je sortais d'un stage qui avait même été prolongé, qui s'était bien passé à France Inter et à France Info. Et avant de partir à Vancouver, je suis allé voir à l'époque, je me rappelle, Bernard Brigoulex, qui était le patron du service étranger de France Inter, à qui j'ai dit, écoutez, je sais plus si je tutoyais ou vous voyez, moi j'étais jeune journaliste, je lui ai dit, je pars au Canada, je crois que vous n'avez pas de correspondant là-bas, je veux bien être votre correspondant. Et là, il m'avait dit dans une boutade, ouais, tu seras notre correspondant, de toute façon, il se passera jamais rien au Canada. Ouais. Bon, ce que je peux comprendre, sauf que moi, une fois là-bas, je voyais bien qu'il y avait des faits divers à droite, à gauche, et puis du coup, j'appelais, et du coup, ça les intéressait.
Il prenait. Et puis j'ai eu une année, j'ai eu de la chance parce qu'il y a eu comment s'appelait ce chanteur canadien non, j'ai oublié son nom, mais ce chanteur est mort, donc du coup ça a été Félix Leclerc. Félix Leclerc, oui. Bon, il est mort en 88, vous pouvez vérifier. Donc du coup ils m'ont demandé des papiers. Et puis il y a eu les Jeux Olympiques de Calgary. Alors je dis non loin de Vancouver sur la carte, c'est pas loin, mais en vrai c'est à 900 bornes. Mais j'y suis allé et du coup j'ai pu faire quelques papiers. Bon, j'ai pas fait 50 000 papiers dans l'année, mais comme jeune journaliste, j'ai pu faire quelques papiers du Canada pour France Inter et France Info, et ça m'a plu de faire ça à l'époque. Voilà. Et en plus, vous avez continué dans d'autres pays, et on va l'évoquer à travers la date du 26 octobre 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec Patrice Romden. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Patrice Romden. On a parlé de votre carrière à la télévision, vos débuts, tout ce qui s'est passé dans vos reportages. Et puis là, une nouvelle activité, vos débuts de romancier, avec ce livre qui est sorti le 26 octobre 2023, Le saut vers la liberté chez Plon. Alors, c'est un roman, mais un roman inspiré d'une histoire vraie qui se passe lorsque le mur de Berlin n'est pas encore construit, lorsqu'il y a des barbelés. Ouais. C'est un roman effectivement qui tourne autour d'une date particulière, celle du 13 août 1961, parce que cette date symbolise le début de la construction du mur de Berlin. Et à l'époque, un Vopo de 19 ans, un Vopo, c'est un policier. Oui, c'est un policier militaire, en quelque sorte. Un Vopo donc de 19 ans est affecté à la surveillance de ce qui sera demain le mur. En l'occurrence, ce sont des barbelés qu'on a posés pendant qu'à côté, on commence déjà avec des truelles et des briques à construire un mur. Et il est affecté à la surveillance des lieux pour empêcher évidemment les gens de Berlin-Est de passer à Berlin-Ouest. Parce qu'il y avait une hémorragie de la population de Berlin-Est vers l'Ouest. Et à un moment, il décide, lui-même, alors qu'il est affecté à la surveillance, de prendre quelques pas d'élan, de sauter par-dessus les barbelés, et donc de passer à l'Ouest. Alors l'histoire pourrait s'arrêter là et on aurait fait le tour, sauf que pour son grand malheur, ce gars-là a été pris en photo par un jeune journaliste à peine plus âgé que lui, Peter Leibing, qui avait 20 ans à l'époque, alors que le Vopo, lui, en avait 19. Peter Leibing observait ce Vopo, il sentait qu'il était un petit peu nerveux, il fumait cigarette sur cigarette, enfin, il n'a jamais vu un type fumer comme ça, dira-t-il plus tard. Et il va le prendre en photo quand il saute, et il va faire la photo de l'année, qui va d'ailleurs obtenir le prix Overseas en 1961. Bon. Et cette photo est devenue la photo la plus célèbre de la guerre froide. C'est une photo iconique de notre histoire contemporaine. Et moi, cette photo, je l'ai redécouverte, parce que je l'avais vue dans les livres d'histoire ou dans des documentaires télé, mais je l'ai redécouverte lorsque j'ai été nommé par France 2 correspondant permanent à Berlin. Dans les années 80. Voilà, non, c'était un peu plus tard, c'est en l'an 2000. Oui. Voilà, j'avais fait énormément de reportages à l'étranger, c'était pas trop mal passé. Et puis un jour, la récompense, c'est le poste de correspondant. Et donc j'arrive à Berlin, je vais au musée du mur, je tombe sur cette photo et je suis ému de la revoir, de la redécouvrir. Et je me suis toujours dit, je m'intéresserai tôt ou tard à l'histoire de ce gars. Et ça a pris quelques années, hein, j'avais d'autres priorités, il faut croire. Et puis j'ai décidé de traiter l'affaire sous la forme d'un roman, évidemment inspiré de pas mal de choses vraies. Oui, parce que finalement, on va suivre le parcours de ce garçon, Konrad Schumann, depuis le moment où les policiers décident de partir et ce qui se passe ensuite. Il a fallu vous inspirer de faits authentiques, Patrice Romden. Alors, effectivement, il a fallu d'abord que je travaille un petit peu sur les raisons qui l'avaient amené lui à devenir Vopo, parce que ce gars-là, c'est un paysan. Il vit au fin fond de la Saxe. C'est un fils de berger. Il n'a pas tellement d'avenir. Et puis un jour, on vient le chercher, on lui propose de se construire en quelque sorte un destin, et il considère que devenir Vopo, ce sera un destin convenable. Et
il faut se remettre aussi dans le contexte de l'époque. On a un peu trop tendance à oublier tout ça. C'est qu'il y avait un bourrage de crâne terrible. On est en pleine guerre froide. Je veux dire, dans l'ex-RDA, on explique que le grand soir, c'est pour demain, que le communisme va vaincre, etc., etc. Et Konrad Schumann, lui, devient Vopo. Donc, il a fallu que je travaille un petit peu sur la vie quotidienne à l'Est à cette époque, dans les années 60 et même ce qui a précédé. Que je travaille effectivement sur ce moment où il saute et les raisons pour lesquelles il va le faire, parce qu'initialement, il le fait, je vous le dis, c'est une pulsion. En fait, il y a au moins une raison profonde qui l'incite à sauter, et que je travaille aussi un petit peu sur la vie quotidienne en RFA, en Allemagne de l'Ouest, pendant le mur et même après la chute du mur. Oui, et avant, vous évoquez des choses qu'on ne sait pas forcément, parce qu'on a beaucoup parlé du mur, mais il y avait quand même des Allemands de l'Est qui voulaient passer à l'Ouest, et là, il n'y avait qu'une seule solution, le métro, mais la police, donc Konrad, débarquait dans le métro. Exactement. Alors, initialement, en fait... Berlin était une incongruité, c'est-à-dire que le pays était, après la guerre, a été divisé en deux, Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest. Et vous avez Berlin, cette capitale, donc symbolique, qui a été libérée et par les Russes et par les Alliés, qui se trouve dans la partie Est du pays. Donc Berlin va être coupé aussi en deux. Donc les Allemands de l'Est ne pouvaient pas passer à l'Ouest. Mais il y avait une possibilité quand on était à Berlin. Quand vous étiez à Berlin-Est, il suffisait de prendre le métro pour... passer à l'Ouest. Et une fois que vous étiez à Berlin-Ouest, si vous ne rentrez pas le soir à la maison, vous pouvez ensuite prendre un avion, si vous avez des papiers, pour aller en Allemagne de l'Ouest, du côté de Bonn, de Hambourg, de tout ce que vous voulez. Donc, voyant bien que le communisme ne menait à rien et qu'il y avait de moins en moins de liberté, Berlin-Est était en train de se vider de ses habitants, quoi. Tous les cerveaux du pays se barraient, les ingénieurs, les infirmières, même les artisans, tout le monde partait. Et à un moment, les autorités de l'Est se sont dit « Oh, stop, il va falloir qu'on les empêche de passer ». Donc ils ont commencé par les patrouilles dans le métro, mais les hémorragies continuaient. Donc à un moment, ils ont dit « On va construire le mur ». Et ce mur, on a aussi parfois tendance à l'oublier, il séparait Berlin-Est de Berlin-Ouest, mais comme la partie ouest de Berlin voisiné avec l'ex-RDA, je veux dire, ce mur va devenir en fait un mur d'enceinte qui va faire 160 km de long, et paradoxalement, les gens qui peuvent se prétendre libres, les gens de l'Ouest, vont se retrouver cernés par un mur. C'est fou. Alors, et ça, effectivement, on ne l'a jamais dit. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est la façon dont certains ont tenté de s'échapper avec leurs valises. Et alors, dès qu'on avait une grosse valise, c'était fichu. Mais il y avait ça. Au début, on passait avec les valises et puis ils laissaient passer. Et puis à un moment, quand ils ont dit bah, on va commencer à faire des patrouilles, ils ont surveillé. Évidemment, dès qu'il y avait quelqu'un qui avait une valise, on faisait ouvrir la valise. On voyait qu'il y avait des chandeliers, des bijoux et je ne sais quoi dedans. Bon, on disait monsieur, vous retournez chez vous et vous allez avoir des soucis, quoi. Voilà. Et il y en a même qui passaient avec une toute petite valise, mais beaucoup de vêtements sur eux. Oui, alors ça c'est la dimension romanesque. Mais j'ai lu des anecdotes comme ça. Mais effectivement, j'ai à un moment insisté sur ce Vopo qui repère un gars qui, en plein mois de juillet, passe avec 5 épaisseurs de vêtements. Bah, ce gars-là, il déménage. Oui, mais vous savez, à Paris, ça s'est fait. Dans les années 60, il y avait Renoma, la boutique des jeunes. Ah oui ? Il n'y avait pas de système pour repérer qui volait. Les jeunes arrivaient, mettaient 3 vêtements sur eux et sortaient sans problème. Voilà. C'était à l'époque, il n'y avait pas encore les bips et les codes. Ouais. Donc ça se déroulait sans problème. Et le déclic, alors est-ce que c'est romanesque, mais en même temps, ça a pu arriver. C'est une petite fille qui ne peut pas rejoindre ses parents à Berlin-Ouest. Alors ça, c'est la vérité. Là, je le raconte à ma manière. Mais effectivement, le déclencheur de toute cette affaire, c'est 2 jours avant de sauter, Konrad Schumann, qui est le héros de ce roman et de cette affaire, en fait, assiste à une scène qui lui retourne l'estomac. C'est-à-dire que des parents vivant à Berlin-Est se présentent au poste frontière avec leur petite fille pour la remettre. Des grands-parents se présentent avec la petite fille pour la remettre aux parents, parce que la petite fille était venue passer le week-end à l'Est. Et sauf que dans la nuit du 12 au 13 août 61, dans la nuit donc du samedi au dimanche, ils commencent à construire le mur, et là ils disent la petite fille ne passera pas. Et là, Konrad assiste à cette scène et voit qu'il y a une gamine qu'on empêche de retrouver ses parents à l'Ouest, et qui va donc devoir rester avec ses grands-parents à l'Est. Et ça lui retourne l'estomac. Il ne peut rien faire. Et d'ailleurs, il valait mieux pas qu'il dise ou fasse quoi que ce soit, parce qu'il aurait eu des problèmes.
Et c'est là qu'il commence à se poser des questions. Parce qu'au début, lui, il croit le discours officiel. Le communisme, c'est la liberté. Demain, ce sera la richesse, la réussite. Il y croit. Mais il s'aperçoit qu'en fait, tout ça, c'est, pardonnez les mots de l'expression, mais ce sont des foutaises, quoi. C'est bullshit, comme disent les Américains. Donc, et c'est aussi ce qui va déclencher son envie, tout à coup, de sauter, sachant qu'il doit se décider très vite, parce qu'il est devant les barbelés. Il sait très bien que dans quelques heures, les barbelés seront remplacés par des briques. Alors, ce saut, Patrice Romden, en rappelle un autre qui s'est déroulé le 15 juin 61 au Bourget. Rodolphe Nureyev doit repartir avec le Kirov et hop, il saute, il se retrouve en France protégé et il quitte les Russes au nez et à la barbe du KGB. En fait, on sait aujourd'hui que tout ça avait été préparé à l'opéra par une secrétaire qui avait monté le coup discrètement pour que Nureyev puisse rester en France. Rapprocher Nureyev avec tout son art, son romantisme de Konrad Schumann, je trouve que c'est beau. C'est beau, je trouve. Surtout que le saut vers la liberté, c'était aussi... le saut de la liberté, pour le coup, pour Nureyev, c'est associé à son œuvre. Alors, il se trouve aussi que vous racontez donc la chute du mur de Berlin. On s'interroge encore, on pense qu'il y a une erreur administrative de compréhension à l'origine. Je ne me suis pas attardé sur cet épisode, mais effectivement, ça mériterait un bouquin en soi. Parce que, effectivement, à un moment... je crois qu'il y a effectivement un malentendu entre un gars qui entend on va ouvrir, mais il ne sait pas si c'est officiel ou pas, donc l'ordre est transmis, et puis on se retrouve avec le garde frontière qui est tout en bas de l'échelle, qui se retrouve avec des milliers de gens qui veulent passer, qui décroche le téléphone et qui dit chef, qu'est-ce que je fais? Le chef, il répond pas, le chef. Donc chef, répondez, qu'est-ce que je fais? Et il répond pas, donc je vais ouvrir, et puis les autres se regardent et disent oui, on va ouvrir, et les choses se sont faites un petit peu naturellement, et surtout sans violence. C'est ça qui a été magnifique à l'époque. Ça a été un fleuve de joie qui a déferlé de Berlin-Est à Berlin-Ouest jusqu'au Kudamm, cette fameuse avenue symbolique de la ville de Berlin, sans qu'il y ait de mort, quoi. Et puis, il y a une chanson qui symbolise justement ce jour-là. C'est en pensant justement au mur de Berlin que Pierre Delanoë et Claude Lebel ont écrit « Je chante avec toi liberté » pour Nana Mouskouri sur l'air de Nabucco. C'est assez étonnant car c'est devenu un hymne à la liberté. Oui, c'est devenu effectivement un hymne à la liberté. Et il y a d'autres chansons ou images qui sont associées à la liberté et à la chute du mur. Je pense notamment à Rostropovitch, lorsqu'il joue du violoncelle au pied du mur, entouré par tout un tas de reporters et de badauds qui regardent ça. C'est une image qui est célèbre et qui restera dans les esprits. Et dans ce livre, Patrice Romden, vous évoquez donc le quotidien de Konrad Schumann, d'abord à Berlin-Est, et puis ensuite, quand tout se termine, il pense être un héros, il l'a été, mais ça va mal se terminer pour lui. Oui, ça va mal se terminer pour lui. En fait, c'est le héros malgré lui. Konrad saute. Son grand drame, encore une fois, c'est d'être photographié. Il suffit que vous tapiez sur Internet Konrad Schumann photo, vous allez tomber sur la photo qui l'a rendu célèbre. Et lui, il voulait vivre discrètement. C'était un gars simple. Il est complètement dépassé par l'enjeu qu'il représente, parce que cette photo, elle est létale pour le régime communiste. C'est-à-dire que le camp occidental, les Américains, les Français, les Anglais, enfin tout le monde, cette photo, ils vont tous s'en servir pour dire, regardez, même leurs propres troupes les fuient. Et ça, les communistes vont avoir beaucoup de mal à l'avaler, parce que c'est vrai que c'était... moi, j'ai vu personne sauter pour aller de l'ouest à l'est. Non, on a vu ça n'existe pas. Mais en revanche, dans l'autre sens, il y a eu beaucoup de monde qui a sauté, il y en a qui sont morts. Mais il a été le premier, le symbole. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est que cette photo a rapporté très peu d'argent à son auteur. Oui, alors voilà. Alors, la photo a été prise donc par un gamin qui était stagiaire. C'est intéressant d'ailleurs qu'à l'époque, une agence de presse de Hambourg ait envoyé sur ce qui est devenu un gros truc quand même de l'histoire contemporaine et géopolitique, le mur de Berlin, est envoyé un stagiaire. Tout le monde se fichait royalement de ce qui se passait à Berlin-Ouest, en tout cas. C'était totalement... la ville était un petit peu abandonnée.
On en a fait tout un tam-tam quand le mur est tombé, à juste titre, mais quand il a été construit, les gens s'en fichaient un petit peu. Bon, enfin, je referme la parenthèse. Et c'était quoi votre question? La photo rapportait peu d'argent. Oui, alors, ils envoient le stagiaire. Le stagiaire fait la photo elle devient extrêmement célèbre, mais le stagiaire touche rien, il touche juste son salaire, quoi. Et ensuite, l'agence de presse pour laquelle il travaillait va faire faillite et les fonds, l'argent va se perdre et les droits vont se perdre, ils vont appartenir au Land de Hambourg, et puis après, la veuve du photographe va en récupérer une partie. Enfin, et lorsque le photographe et Konrad Schumann se sont rencontrés 25 ans après la photo, 25 ans après la photo, alors qu'ils n'étaient pas censés se revoir, Konrad Schumann était extrêmement remonté parce qu'il avait envie de le rentrer dans l'art du photographe en lui disant 1, vous m'avez pourri la vie, 2, vous avez fait une photo qui a dû vous rapporter des fortunes, et 3, moi j'ai pas touché un seul marque dans toute cette affaire. Et l'autre l'a calmé tout de suite en disant mais tu sais, j'étais juste stagiaire, j'ai pas touché plus d'argent ni moins d'argent à cause ou grâce à cette photo. Et ils sont devenus amis. Ils sont devenus amis. Tout cela est dans ce livre que je recommande à celles et ceux qui nous écoutent, parce que c'est un roman passionnant d'un journaliste passionné, Le saut vers la liberté chez Plon, et puis continue à faire beaucoup de choses. Je suis sûr que vous aurez encore plein de livres à écrire et de reportages à faire, Patrice Ramel. Je vais suivre votre conseil, Jacques. Merci. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.